Donc je propose j'adresse la bienvenue à tout le monde. Donc je suis Sylvie Leguevac du Mouvement européen Haute-Garonne et nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette visioconférence sur l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Nous, c'est-à-dire les trois associations organisatrices, donc le Mouvement européen Toulouse, Haute-Garonne, les Jeunes Européens Toulouse et Pulse of Europe. Donc cet événement est organisé en partenariat avec la région Occitanie et avec l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, que nous remercions vivement pour cette collaboration. Qui sommes-nous? Juste 2-3 mots, je vais être rapide sur les trois associations organisatrices. Donc le Mouvement européen, c'est une association très ancienne de citoyens engagés pour l'Europe. Donc elle comprend une 50aine de sections locales, dont la section Haute-Garonne. Et son objectif est de faire de la pédagogie sur l'Europe, d'organiser des débats, également de formuler des propositions pour améliorer l'Union européenne. Les Jeunes Européens, donc les Jeunes Européens Toulouse appartiennent aux Jeunes Européens, aux Jeunes Européens France. Donc c'est en quelque sorte, excusez-moi à nouveau. Donc c'est en quelque sorte notre branche jeune, même si c'est une association autonome, et ils poursuivent donc ce même objectif de faire vivre l'Europe sur le terrain en sensibilisant les jeunes dans tous les milieux d'éducation, que ce soit les établissements scolaires ou le milieu de l'éducation populaire. Et enfin, Pulse of Europe Toulouse appartient à une association plus large, européenne, qui s'appelle Pulse of Europe, qui est beaucoup plus jeune que nous, en fait, puisqu'elle est née au lendemain du référendum qui a débouché sur le Brexit, donc en 2016, si je me trompe pas. Elle est implantée principalement en Allemagne et en France. Elle est également apolitique, elle organise des rassemblements pour montrer l'importance que les citoyens accordent à l'Europe. Voilà pour ces trois associations organisatrices. Donc, pour revenir à notre visioconférence, pourquoi le choix de ce thème ce soir? Eh bien, l'Eurorégion existe depuis octobre 2004. Elle associe, je ne vais pas trop développer puisque ce sera fait en cours de visioconférence. Elle mène de nombreuses actions dans des domaines importants, économiques, dans le domaine de la culture, de la recherche, de l'environnement, du tourisme. Et malgré tout, elle est peu connue du grand public. Donc, il nous a semblé que c'était important, nous qui essayons de faire vivre l'Europe au plus près du terrain, de mieux faire connaître cette entité qui associe la région Occitanie, la Generalitat de Catalogne et le gouvernement des îles Baléares. Et notamment apporter un éclairage sur ce qu'elle apporte ou peut apporter aux citoyens et principalement aux jeunes, puisque nous sommes précisément en 2022 dans l'année européenne de la jeunesse. Voilà. Et si on élargit aussi nos objectifs, plus largement, nous aimerions savoir comment cette eurorégion, comme les autres eurorégions qui existent dans le reste du territoire, sur d'autres frontières, comment cette eurorégion peut contribuer à la construction européenne. Voilà les quelques mots que je pouvais dire en introduction. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'espère que Michel Joseph donc si c'est le cas, permettez-moi de l'excuser, sachant que Michel Joseph Durand est le président du mouvement européen, dont je suis l'une des présidentes. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à notre animateur. Je pense que j'ai oublié de présenter l'European School of Law, qui est aussi un des partenaires majeurs de cet événement. Et donc Michel Martinez, maître de conférence à l'European School of Law, a accepté d'animer cette visioconférence. Je lui passe immédiatement la parole. Merci Michel, à toi. Merci beaucoup Sylvie pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Buona tarda.
Mon nom est Michel Martinez. Effectivement, je vais faire cette animation des deux tables rondes que je vais présenter très rapidement, en plus de présenter les différents intervenants. La première table ronde a été intitulée « Que fait l'Eurorégion? Objectifs, actions et perspectives. Comment les eurorégions contribuent-elles au projet européen ?» Vont nous en parler dans cet ordre-là Xavier Bernard Sens, le directeur de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, puis Nadia Pelfig, vice-présidente du Conseil régional Occitanie, puis Francesc Villaró, le chef du cabinet technique du ministère régional de la Culture, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, puis Antoni Vicens, le directeur général de l'action du gouvernement autonome des îles Baléares à l'étranger. Je vais leur poser une question à chacun d'entre eux. Ils auront 5 minutes pour y répondre. Je vais essayer de chronométrer le temps imparti et de le faire respecter. C'est toujours très très difficile et toujours très désagréable de devoir couper la parole, mais il faudrait, le temps nous est compté, et il faudrait qu'à 19h puisse commencer la seconde table ronde que je présenterai dans un second temps, et un certain nombre des représentants et des intervenants vont aussi y participer. Donc pour ma part, je vais poser directement la première question à Xavier Bernard Sens. Alors, j'ai un petit peu d'écho, excusez-moi. Xavier, pourriez-vous nous présenter brièvement l'Eurorégion et nous dire en quoi elle sert à construire l'Europe depuis cet espace de coopération transfrontalière depuis 2004? Vous avez la parole. Merci Michel, merci à tous les organisateurs, au Mouvement des jeunes européens et à l'ensemble des partenaires de cette soirée. Déjà, être là, c'est aussi pour nous une reconnaissance et comme l'a dit très bien Sylvie Legvac, pour nous c'est aussi l'occasion de nous faire connaître. J'ai les trois représentants, les trois représentants de nos régions qui parleront juste après moi. Mais je vais essayer rapidement de vous présenter en quelques chiffres l'Eurorégion qui nous sommes. Alors Michel, vous avez parlé de 2004. L'Eurorégion, l'histoire de l'Eurorégion est née bien avant, puisque c'est quand même un territoire où l'histoire et la culture, la langue, qui va être un des points qui va ressortir lors de ce débat, a été notre fil conducteur et notre lien au-delà de nos frontières. Donc c'était à l'époque 4 régions, puisque c'était Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, la Generalitat catalane et Baléares, qui ont eu, avec des élus qui ont eu cette vision de l'union des régions, de l'union de l'Europe des régions, ont voulu participer à un développement économique de ces territoires. Et donc, ça s'est concrétisé en 2004 par un accord de partenariat qui avait pour volonté, quand les 4 présidents l'ont signé, de développer les échanges culturels, universitaires, économiques et au sens large de valoriser l'idée de l'Europe auprès de nos citoyens dans le cadre des compétences de nos régions. Cette coopération qui a démarré de manière institutionnelle s'est concrétisée par une reconnaissance de l'Europe. C'est ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui. Nous sommes un groupement européen de coopération territoriale, un sigle GECT, qui nous fait être une institution de droit européen, donc reconnue par la Commission européenne, comme étant un organisme de coopération territoriale. Donc, au même titre qu'il y a des coopérations entre les États, nous sommes une coopération entre régions. Et nous avons été une des premières en France, on a été la 2e en France, la 5e en Europe, en 2009. Ça fait maintenant 12 ans que nous sommes reconnus par l'Europe et nous menons donc des activités dont je vais vous parler tout de suite après. Et donc, cette reconnaissance est traduite par une structure juridique, une équipe, nous sommes 10 personnes, mais derrière, nous avons les 3, maintenant nous sommes 3 membres, puisque la fusion des régions, président Pelfig le sait, a fait que la région Occitanie est devenue le membre côté français de l'Eurorégion. Nous sommes une des plus grandes en termes de population, presque 16 millions d'habitants. Nous avons le PIB, l'équivalent de l'Autriche. Nous sommes une des puissances d'innovation et de recherche. On a plus de 600 000 étudiants. Et si on prend les chercheurs du privé, presque 1 million. Nous avons les plus grands projets, les plus grandes infrastructures d'innovation du sud de l'Europe. Donc, nous sommes sous le regard de la Commission européenne comme un des territoires pilotes qui a été un des premiers à développer des coopérations euro-régionales. Et donc, je vais y venir.
Dans le domaine de l'université, et je remercie Michel, puisque l'université Law School de Toulouse a été un des acteurs avec l'université fédérale de Toulouse sur l'Eurocampus, donc la mobilité des étudiants. Donc l'Eurorégion et les régions aident à la mobilité des chercheurs, des étudiants, aident les universités à se présenter sur les projets européens. Nous-mêmes, nous avons des fonds pour aider la coopération entre les universités, donc c'est un des grands piliers. Deuxième grand pilier de l'Eurorégion, c'est la culture. Françoise Villaro en parlera, mais c'est un des axes forts historiques. On a fait 15 appels à projets sur la culture, plus de 500 projets aidés, plus d'1,5 million d'euros. Surtout, le but, c'est valoriser une même culture, en tout cas une diversité culturelle, mais à travers une même idée de l'Europe. L'économie, l'innovation, ça a été un des grands axes ces 3 dernières années, impulsé par la présidence catalane et relayé actuellement par la présidence occitane qui vous en parlera. C'est vraiment la volonté d'avoir des clusters, des entreprises qui coopèrent de chaque côté des frontières des Pyrénées. Et on a une particularité, et Tony Vicens, qui est représentant des Baléares, en parlera. Nous sommes la seule eurorégion à avoir un territoire maritime et un territoire donc insulaire et un territoire terrestre, et être non seulement transfrontalière, mais aussi de coopération maritime. Ce qui nous fait aussi un regard vers la Méditerranée, vers la question insulaire, un lien entre terrestre et insulaire qui est unique en Europe, et que Bruxelles nous regarde avec intérêt, ces synergies. Donc, et on a beaucoup à apprendre des thématiques insulaires, et c'est ce qui nous fait arriver sur le 4e pilier, la biodiversité, les questions de climat qui sont d'actualité, les questions énergétiques. Et nous avons la chance d'avoir 3 territoires avec d'une volonté d'être innovants, d'être d'ici 2030 à énergie positive, d'avoir des lois climat qui sont citées par la présidente van der Leyen. Donc je suis sûr que Tony en parlera, et que nous sommes aussi volontaires pour avoir des projets européens sur toute la Méditerranée, le ouest méditerranéen, nord-ouest méditerranéen. Donc voilà, un acteur pour aider les acteurs socio-économiques, un acteur de la coopération avec la Méditerranée, mais aussi la rive sud, c'est ce qu'on aimerait développer, et être un exemple aussi pour la Commission européenne, pour défendre les idées européennes que tous aujourd'hui autour de la table nous chérissons et nous souhaitons développer. Voilà, j'espère avoir tenu les 5 minutes. Parfait, Xavier, oui, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, et je donne immédiatement la parole à Nadia Pelfig, la vice-présidente du Conseil régional d'Occitanie. Madame la vice-présidente, quels sont les défis de la présidence de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée qu'exerce cette année la région Occitanie, et comment vous êtes-vous préparé à cette présidence, et quels en seront les axes stratégiques? Est-ce que vous pourriez nous répondre sur ces points? Merci. Je crois qu'on ne vous entend pas. Ça y est, j'ai fait une erreur de manipulation. Merci beaucoup à vous de cette question, et puis d'abord merci aux organisateurs et de cette initiative que je salue. Au moment où la France prend la présidence française de l'Union européenne, et Madame Leguevac le soulignait très justement, l'année européenne de la jeunesse, il est plus important que jamais qu'on fasse en sorte que chacun puisse s'emparer de la question européenne, et je crois qu'on s'en emparera d'autant mieux qu'on fera apparaître ces sujets de manière très concrète dans le quotidien de nos concitoyens, et l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un instrument au service de la réalité des actions que nous pouvons mener ensemble, Catalogne, Baléares et Occitanie. Alors, votre question sur comment on se prépare à la présidence, à la réalité, c'est une responsabilité qu'on a l'honneur d'occuper à tour de rôle tous les 2 ans, mais c'est un travail collectif. Puisque en ce moment c'est effectivement la région Occitanie qui a succédé à Baléares, et donc formellement la présidente Carole Delga est la présidente de l'Eurorégion, comme du GECT, qui est la forme juridique qui nous permet de s'associer, et qui fait que notre directeur Xavier Bernard Sens, et qu'on est en capacité d'avoir une équipe qui aujourd'hui, j'en suis très heureuse, est installée à Perpignan, dans un endroit qui s'appelle El Centre del Mundo. Vous conviendrez que c'est quand même un beau nom
pour l'entité et l'objet institutionnel que nous présentons ici ce soir devant vous. Il s'agit pour nous, dans le cadre de la suite des travaux que nous avons tous lancés et tous menés, d'être en capacité de poser des trajectoires pour l'Eurorégion et pour nos territoires. Et c'est pourquoi on a développé une feuille de route qui s'appelle Eurorégion 2030. Parce qu'on est convaincu qu'en donnant des trajectoires à plus long terme, on est en capacité de sortir de contraintes d'un quotidien qui, vous en conviendrez, depuis 2 ans, sont extrêmement prégnantes d'un point de vue sanitaire et qui parfois nous empêchent de regarder sur des horizons plus lointains et donc de savoir ce qu'il nous faut faire au quotidien, ici et maintenant, pour atteindre les objectifs que nous partageons. Et les objectifs que nous partageons, et la feuille de route qui nous réunit pour notre Eurorégion, c'est d'avoir une très grande sensibilité et volonté d'action en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, dans cette volonté de lutter contre le réchauffement climatique, il y a, de manière très concrète, comment on pousse une économie plus résiliente, comment on fait une large place à l'économie de la fonctionnalité. Pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est par exemple, au lieu de vendre des pneus pour les camions, et évidemment l'intérêt sera que les pneus s'usent vite pour revendre de nouveau d'autres pneus, encourager l'entreprise à financer et à facturer ces pneus par rapport au nombre de kilomètres effectués. Et donc, il ne s'agit pas de produire en permanence de nouveaux produits, mais bien de s'appuyer sur l'usage et de faire en sorte qu'on soit plus respectueux, plus précautionneux des denrées et des ressources de la planète, tout en assurant les usages nécessaires en matière de mobilité, en l'espèce du fret, par exemple. Mais on fait le choix ensemble, entre Baléares, Catalogne et Occitanie, de défendre des solutions qui seront plus respectueuses de notre environnement, qui permettront à nos jeunes de se rencontrer, de bâtir des projets. Et puis, on sait qu'il faut être aussi sur des actions solidaires face à la crise. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a réussi, en période Covid, de mettre tous ensemble un fonds de soutien en commun de 700 000 € pour accompagner différentes initiatives, y compris des initiatives à destination des acteurs culturels de nos territoires, puisqu'ils ont été souvent les premiers impactés dans leur activité avec d'une part les confinements, puis ensuite, et encore actuellement d'ailleurs, les jauges. Ce que je veux vous dire pour être plus rapide, c'est que l'Eurorégion, c'est un espace où on agit concrètement. Et comme on a des valeurs communes, même si nous sommes différents, nous avons des valeurs communes, très empreintes de la volonté de concilier économie et écologie, d'être très opérationnels, très empreintes de la volonté de nous tourner très fortement vers le bassin méditerranéen, et avec une mer méditerranéenne qui peut pas être le cimetière qu'on connaît actuellement, avec des femmes et des hommes qui poursuivent pour fuir des conditions, risquent leur vie. Et donc on agit ensemble sur un certain nombre de sujets qui de toute façon demandent des solutions globales. Et donc nous, acteurs de la Méditerranée, que ce soit sur les déchets plastiques ou à destination des hommes et des femmes qui peuvent faire prospérer notre territoire, on considère qu'il faut mettre des moyens et qu'on doit partager nos meilleures solutions produites sur nos territoires. Et pour nous, c'est une fierté que d'emprunter une solution à la Catalogne ou aux Baléares, et de pas forcément l'avoir inventé nous, de la même manière que ça l'est pour eux. Ça veut dire qu'on a économisé nos énergies et qu'on a surtout trouvé et généré les meilleures solutions ensemble. Ce sont donc des budgets, des compétences au sein de l'Eurorégion et des politiques qui sont portées fortement par la présidence, mais aussi par tous les élus des différents champs de compétences qui nous réunissent. Merci Madame la vice-présidente, et on s'aperçoit en voyant le logo de la région derrière vous que les Pyrénées et la Méditerranée est vraiment au cœur de l'ADN, et c'est le nom commun entre l'Eurorégion et la région Occitanie. Ce n'est pas un hasard. Merci, je donne la parole désormais à Francesc Vilaró, le chef du cabinet technique du département de la culture de la Generalitat de Catalogne, donc le ministère régional de la culture en Catalogne. Monsieur Vilaró, quels sont les avantages d'une eurorégion comme la nôtre ayant des langues communes, l'occitan et le catalan bien sûr, mais aussi des langues officielles très proches, puisque nos 4 langues de communication habituelles chez nos concitoyens, à savoir l'occitan, le catalan, le français et l'espagnol, sont des langues romanes.
En quoi est-ce un atout pour les affaires culturelles dont vous êtes en charge pour la Catalogne et pour l'ensemble de l'Eurorégion? Merci Michel. Hola, bon vespre, bona tarde, buenas tardes. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de participer à ces rencontres sur la jeunesse et l'Europe. Et bravo pour ces regards ouverts et tournés vers le futur à un moment où la pandémie semble qu'elle va nous enfermer. Et bon, donc, avoir cette vision ouverte, c'est fantastique. Pour commencer, je voudrais répondre à ton question. Oui, absolument. Sur si travailler avec les langues romanes est un atout pour nous. Je pense que c'est à la fois un élément d'unité et aussi de diversité. Moi, j'ai étudié la philologie à l'université de Barcelone et je me souviens que le professeur de la linguistique romane, lorsqu'il nous a donné la vision historique de nos langues, il a insisté sur un concept qui m'a beaucoup impressionné, m'a frappé à ce moment-là. Le concept était simple. Il n'y avait pas de frontières linguistiques entre les langues romanes. Il y avait, bien sûr, des zones de transition, des changements, on dirait. L'image que le professeur nous a montré pour nous expliquer ces concepts était comme un dégradé de couleurs, comme quand on passe du blanc à de nombreuses nuances de gris et enfin au noir. Non? Je pense que historiquement, ces faits étaient d'une grande importance, essentiellement parce que cela aidait les gens de deux côtés à se comprendre. Et quand vous comprenez l'autre, vous le savez bien, vous pouvez partager beaucoup plus. Et c'est pourquoi tant de racines sont communes entre les peuples qui composent aujourd'hui l'Eurorégion. Un bon exemple serait la poésie qui faisait le troubadour de la Catalogne au Moyen-Âge en utilisant la langue d'oc. Je crois que c'est un bon exemple de ces collaborations, de ces compréhensions, de ces liaisons qui très fortes qu'il y avait. Non? Ceci est très important d'un point de vue historique, culturel, mais ce n'est pas assez pour nous. Ce n'est pas assez. Il est vrai que cette proximité linguistique et culturelle a été un élément qui a contribué à la réussite des partenariats d'entreprises qui se sont créés dans l'Eurorégion. Je crois que notre ligne de subventions pour la culture a été vraiment un tremplin vers le monde pour d'autres secteurs culturels, pour beaucoup de partenariats. Mais revenons-nous au domaine des langues. Il est clair que la réalité que nous avons aujourd'hui n'est pas ce que mon professeur de la linguistique romane m'a appris. De nombreux siècles sont passés et le monde est très différent aujourd'hui. Les membres de l'Eurorégion, nous aimons connaître l'histoire. Nous valorisons beaucoup le patrimoine, mais nous avons nos pieds et notre tête dans le 21e siècle. Nous voulons servir, ça c'est sur la société d'aujourd'hui et répondre à ses besoins, aux besoins de la société d'aujourd'hui. Il est clair que nous vivons avec de nouvelles réalités. La mondialisation, l'hyperconnectivité, l'immigration, nouveaux canaux de communication, tout ça. Tout cela crée de nouveaux défis pour les langues. Nous sommes également conscients que la réalité juridique que nous avons en Catalogne et aux Baléares n'est pas la même qu'en Occitanie et en France en général. Mais en dehors de la situation juridique, la réalité à laquelle nos peuples sont confrontés est celle du multilinguisme. Et c'est une richesse culturelle dont nous sommes très, 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 très fiers.
C'est pourquoi, sur proposition de la présidence occitane, nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail langue. Parce que nous voulons que nos langues ne soient pas seulement admirées pour leur histoire. Nous voulons qu'elles soient des langues vivantes, complètes, utilisées par tout le monde, et spécialement pour les jeunes, pour chanter, pour étudier, pour rigoler, pour tout. Pour commencer à travailler dans ces volets, on a donné la priorité à 2 axes. L'un pour promouvoir l'usage du catalan et l'occitan, surtout par les jeunes à travers les réseaux sociaux, Twitch, TikTok, etc. Et l'autre pour faciliter les échanges de bonnes pratiques dans l'enseignement des langues pour les adultes. Il est ainsi proposé d'étudier la viabilité des projets technologiques comme c'est un traducteur neuronal du catalan et l'occitan. Par conséquent, pour finir, à partir de ces groupes de langues euro-régionales, nous voulons créer des mécanismes qui aident nos langues à être présentes dans des lieux clés de la société moderne. Comme pour les troubadours du Moyen-Âge, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Nous avons beaucoup à partager. Mais finalement, ce que nous avons appris après toutes ces années de collaboration, c'est que travailler ensemble nous rend tellement plus forts. Merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci, Francesc, pour cette présentation. Muchas gracias. Et nous terminons ce premier tour de table avec Antoni Vicens, qui est donc le directeur général de l'action du gouvernement des îles Baléares à l'étranger. Xavier Bernard Sens nous disait tout à l'heure que l'eurorégion Pyrénées-Méditerranée est la seule eurorégion à avoir un territoire insulaire. C'est en partie l'objet des questions que nous allons lui formuler. Monsieur Vicens, est-ce que les Baléares se sont rapprochés de l'Occitanie grâce à l'eurorégion et en quoi l'eurorégion est-elle utile pour pallier l'insularité? Faut-il distinguer, d'après vous, la collaboration entre régions insulaires et continentales ou au contraire, faut-il développer les mêmes axes de coopération? Bon, tout d'abord, merci beaucoup à tous les organisateurs et merci aussi à la région d'Occitanie et je salue à tout le monde de Majorque. C'est bien avoir cette technologie parce qu'on rapproche les territoires et ça c'est le plus important, l'objectif plus important de l'Eurorégion, rapprocher les territoires. Ça a été, comme a dit notre directeur Xavier Bernat, un long chemin pour arriver jusqu'ici et on doit être fier de résultats après les années. Ce n'est pas facile toujours effacer les frontières, mais avec cet outil qui a travaillé beaucoup de fois en silence, peut-être trop en silence, mais on aboutit à cohésionner les territoires. Donc ça c'est pour moi l'objectif plus important qu'on aboutit, non? Et comme avec cette indication de l'importance de la cohésion, je réponds à la première question, la question de l'approximation à l'Occitanie, et la réponse c'est oui. Et c'est grâce à l'eurorégion qu'aujourd'hui on a une connexion plus forte avec l'Occitanie et comme je disais, on a effacé la frontière. Et on peut voir ça, on peut concrétiser ça avec des exemples très très concrets. Par exemple, il fait quelques mois, on a fait d'actions conjointes dans différents parcs naturels dans les 3 territoires en même temps pour fêter la journée internationale de déchets. Par exemple, dans les domaines de la culture, on a travaillé avec différentes personnes de différents territoires dans des projets culturels à Minorque, qu'ils travaillaient tous ensemble et ils apprenaient tous ensemble de différentes tendances culturelles.
Et pour mettre un autre exemple de projet concret, de ports de 3 régions différentes et en plus des autres régions dans la Méditerranée, on travaille ensemble pour faire des ports plus durables. Donc voilà cette réalité, non? Cette réalité que quelquefois c'est vrai que c'est trop silencieuse et je pense que d'initiatives comme le d'aujourd'hui avec surtout les jeunes sont très positifs parce qu'on donne à connaître l'importance d'outils comme l'Eurorégion pour avancer dans un pilier que peut-être c'est le pilier plus important de l'intégration européenne, que c'est les piliers de la cohésion territoriale. Et je vais maintenant dans la deuxième question. Les piliers de la cohésion territoriale, pour nous, c'est les plus importants au niveau des îles Baléares, parce qu'on a un problème, c'est le manque de continuité territoriale dans la réalité, non pas seulement insulaire, sinon archipélagique. Parce que il faut se rappeler qu'on n'est pas seulement des îles, on est un archipel et en fait on est 4 univers différents dans un seul univers que c'est les îles Baléares. Non? Donc grâce à l'Eurorégion, on a encore plus de force pour défendre cette fait insulaire. On a plus de force pour aller vers Bruxelles et mettre cette réalité plus à l'agenda de l'Union européenne. Et il faut aussi rappeler que dans l'architecture juridique de l'Union européenne, les territoires de l'Eurorégion, parce qu'il y a des régions de montagne et des régions insulaires, on se trouve vraiment dans l'article 174 qui met un accent sur les besoins d'avoir plus d'attention sur cette région qui ont des problèmes ou des contraintes géographiques. L'Eurorégion, avec cette réalité aussi géographique, peut aider à la déclination de cet article. Donc voilà, ça c'est ma réponse aussi sur la deuxième question sur l'insularité. La question c'est encore une fois, oui, l'Eurorégion nous aide beaucoup dans notre cas particulier de l'insularité et en plus aide aussi à la région de montagne et insulaire en même temps pour la déclination ou pour avoir plus de force pour la déclination de l'article 174 du traité de fonctionnement de l'Union européenne pour avoir une force plus grande de cette de les régions au niveau de l'Europe qui ont des problèmes géographiques comme sont les zones de montagne ou bien les zones insulaires. Merci beaucoup. Très bien, merci à tous les quatre. Nous avons encore quelques minutes puisque vous avez tous très bien respecté le temps qui vous a été imparti. Donc je vais pouvoir proposer d'autres questions et qui voudra prendre la parole pourra parler, se manifester et apparaîtra à l'écran et pourra répondre. Alors tout simplement, est-ce que d'après vous, vous qui êtes des acteurs européens sur le territoire et qui vous efforcez finalement depuis longtemps à travers toutes vos politiques et avec tous vos partenaires, avec tous les acteurs, comment voyez-vous disparaître peu à peu la frontière entre l'État espagnol et l'État français d'un côté? Comment est-ce que vous participez à l'effacement de cette frontière entre deux États? Qui voudrait répondre? Je me lance, puis je laisserai mes collègues. Un cas concret, pendant la crise de Covid, les États n'avaient pas consulté, quand à un moment d'un premier confinement, avaient fermé les frontières, sans consulter les régions. En tout cas, voilà, devant le fait accompli, le travail de toutes les eurorégions et des régions auprès de la Commission et des États ont fait que les mois suivants, nous avons été, voilà, après avoir parlé avec les préfets, les consuls, au moins associés, en tout cas, informés, associés, pour que on puisse aussi, nous, qui vivons, mon équipe, on est des transfrontaliers, on passe la frontière tous les jours, on va souvent dans les îles. Les Baléares, il y a un pont aérien ou maritime avec Barcelone. Voilà, donc je dirais, connaissance des frontières, que ce soit à Madrid ou à Paris, ne l'ont pas.
Et donc notre rôle et le rôle de nos présidentes et présidents de région et de région, c'est justement d'être cette voie-là à Paris, mais aussi à Bruxelles, puisqu'il y a aussi des directives qui nous permettent d'avoir d'avoir des applications adaptées aux frontières. Donc voilà. Donc je pense que c'est un cas concret où tout n'est pas parfait, mais on a pu essayer d'apporter nos pierres à l'édifice. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre ou on passe à une autre question? Parce que si on suit un peu votre réflexion, Xavier, on a presque envie de croire que les frontaliers sont de fait ont une conscience européenne plus approfondie que des personnes qui vivraient loin d'une frontière. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est votre ressenti aussi en tant que territoire frontalier que nous connaissons? En tout cas, les gens, pour vivre à la frontière, on est ceux qui sommes le plus conscients que nous sommes encore malheureusement trop dans une Europe des États et pas des régions. Et donc justement, oui, je pense qu'on est à la fois les plus défenseurs de faire pas tomber ces frontières, mais en tout cas de les assouplir et qu'elles soient plus adaptées à notre vie quotidienne pour nos entreprises, pour nos étudiants. On a le cas des jeunes au Val d'Aran qui vont à l'école dans le Comminges et inversement. Voilà, le rôle de la région Occitanie et de la Generalitat, c'est de parler avec nos États respectifs pour pour faciliter ça, le transport, les liens, les connexions. Hein, donc c'est ça notre travail. Donc oui, nous on le vit au quotidien et on en parlait souvent avec nos élus ici autour de la table. C'est de passer ce message-là. J'étais avec le consul général de France à Barcelone et que eux passent ce message-là inversement à leur ministère. Je pense que oui, on est les plus européens et les plus concernés dès qu'il y a un problème aux frontières. Alors, tant que vous êtes à l'écran, Xavier... Ah, pardon. Si vous permettez, Nadia Palchi, je pense que le sujet n'est pas tant l'effacement des frontières en soi que la manière dont on peut le mieux vivre dans un bassin de vie transfrontalier ou quand on est européen, dans la réalité de son quotidien. Parce que parfois, celles et ceux qui justement combattent les valeurs européennes, la construction européenne, ne s'appuient que sur l'effacement des frontières. Pour nous, Européens, l'objectif de l'effacement de la frontière n'est pas un objectif. L'objectif qui est le nôtre, c'est sur quoi nous sommes plus efficaces ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun pour gagner en qualité de vie, en innovation, en réponse à des problématiques auxquelles on est confronté au quotidien comme individu ou comme société. Et c'est là-dessus que nous agissons, à la fois en encourageant les interactions culturelles, les mobilités des jeunes à travers les dispositifs tels que Erasmus, les programmes Erasmus+, le financement des aides à la mobilité internationale des étudiants, des apprentis tels que le fait la région Occitanie en plus d'Erasmus. Ça fait partie des sujets qui permettent non pas d'effacer les frontières d'un point de vue matériel seulement, mais bien de devenir des citoyens du monde et des citoyens européens. Quand ensemble on fait l'Eurocampus, bien sûr dématérialisé, mais enfin il y a des enseignants-chercheurs, des étudiants pour lesquels ça a été l'accompagnement d'une centaine de projets de manière très concrète et qui tissent des liens entre nous. Je crois que le rôle des institutions publiques et le rôle des représentants élus de Catalogne et de Baléares, c'est bel et bien de trouver les éléments d'interaction qui, lorsqu'ils sont portés à la connaissance ou qu'ils sont dans l'agir de nos compatriotes, leur permet de sentir, de se rendre compte de l'importance de ce territoire pour lequel les traités ont établi qu'il y avait une libre circulation des biens et des personnes. Et il faut être aussi conscient d'un certain nombre d'obstacles qui existent encore dans le quotidien des transfrontaliers, pour le coup, pour lesquels nous avons d'ailleurs des échanges, nous Français, avec l'ambassadeur chargé du transfrontalier, puisqu'il y a un ambassadeur non pas du pays, mais aussi chargé de ces problématiques-là. Et par exemple, nous avons un sujet majeur sur un hôpital en Cerdagne,
afin qu'ils puissent accueillir français, catalans de la même manière et pouvoir donner des soins dans le respect des données de santé, des données personnelles et des soins remboursés aux uns et aux autres. Donc, c'est des questions d'harmonisation. Moi, je dis souvent, néanmoins, qu'on a commencé par harmoniser ce qui était peut-être le plus compliqué, la monnaie, qui était un marqueur régalien. Nous avons fait l'euro, je suis persuadée que nous pouvons, alors que c'est une question vitale, harmoniser davantage sur la lutte contre le réchauffement climatique, parce que c'est une question aussi de vie et de pouvoir d'achat, harmoniser aussi sur le droit social et sur les salaires. Mais nous avons ces valeurs qui nous réunissent dans le bassin, mais nous avons surtout la volonté de démontrer que le sujet n'est pas que la frontière et que le sujet, c'est bien le quotidien et qu'ensemble, on sera plus fort. Mais Michel, si vous me permettez. Allez-y, Princesse. Merci. Non, je voudrais y ajouter que moi, je pense que la meilleure manière d'effacer les frontières, c'est en travaillant ensemble. Je crois que des initiatives comme celles qu'on a eues, on a mis en place de leur région, des lignes de collaboration sur la culture ont été un grand succès, je crois, parce que même si les frontières existent, les frontières physiques existent, on a vu ça spécialement avec la pandémie, non, que les frontières ont ressorti. Quand on travaille ensemble, on peut effacer ces frontières mentales, parce qu'on travaille avec des amis, des partenaires aux Baléares, à Palma, à Mahon, à Perpignan, à Toulouse, et avec la facilité de travailler ensemble dans ces moments, quand on a des projets en commun, même s'il y a des frontières physiques, comme on s'est trouvé pendant les pandémies, on peut conserver les projets, on peut conserver ces objectifs de travailler ensemble. Donc, c'est très important à travailler pour promouvoir ces partenariats, parce que ces partenariats sont très solides. Et après, les projets qu'ils présentent en ligne de concrète, après, ces partenariats, dans le futur, ils durent, ils sont durables. Je pense que effacer les frontières mentales, c'est le plus important. Et est-ce que les autres eurorégions qui existent ailleurs sur le territoire de l'Union européenne sont sur la même longueur d'onde? Je ne sais pas s'il existe un réseau de coopération entre eurorégions ou pas. Oui. En fait, nous sommes une cinquantaine de GCT et eurorégions ou eurorégions en Europe, animés par le Comité des régions, et nous y sommes, nous, un des membres acteurs, et on porte la parole des eurorégions auprès des États et auprès de la Commission, notamment pour avoir des directives ou des aménagements de loi qui prennent en compte nos territoires, pour qu'on puisse aussi être plus écoutés aussi dans les financements des programmes européens, pour qu'il y ait spécifiquement des fonds dédiés à nos territoires de coopération. Ça, c'est un des axes forts. Et je voulais rajouter que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par rapport aux jeunes qui est la priorité de nos présidentes, présidents et la présidence occitane actuellement pour 2022. On vient pas plus tard qu'hier que de déposer un projet européen pour que les jeunes participent dans les décisions du prochain programme européen, notamment autour de la cohésion, et on le fait avec les Europe Direct, donc qui sont les centres qui font le relais auprès des territoires de l'idée européenne, des 3 régions, et donc ça nous permettrait, je l'espère, si on était retenu, ceux qui nous écoutent, de pouvoir aller auprès des associations de jeunes, des écoles, pour pouvoir essayer de faire partager cette vision. Donc, pour répondre à votre question, c'est aussi un de nos objectifs de faire connaître auprès de l'Europe et des autres régions des projets pilotes ou des projets qui font diffuser l'idée européenne
chez nos citoyens, jusque des plus anciens aux plus jeunes, quoi. Et auprès de nos acteurs économiques aussi, bien entendu. Est-ce qu'il y aurait une question parmi les personnes qui nous écoutent? Alors, pour ceux qui n'ont pas accès au chat, parce que je crois que tout le monde n'y a pas accès, on a la possibilité de lever la main. Et donc, on peut leur proposer de poser la question en direct. Mais je ne vois personne. Bon. Si vous êtes d'accord, on peut peut-être enchaîner sur la seconde table ronde. Peut-être il y a Claire Sarda-Vergès qui souhaite peut-être s'exprimer, je ne sais pas. Elle fait une remarque sur le chat, effectivement. Hop. Claire. Oui, oui, non, je faisais juste une remarque. Bonjour à tous. Claire Sarda-Vergès, Europe Direct Pyrénées. Je trouve très intéressante la proposition de réserver des enveloppes dédiées aux régions frontalières sur un certain nombre de programmes. Je pense qu'il est encore temps de faire des propositions dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe et pourquoi pas, suite à ce débat ce soir, faire une contribution de ce qu'il faut encore améliorer sur nos régions pour qu'on puisse favoriser à la fois mobilité, réalité transfrontalière et répondre à des spécificités parce que il y a aussi nous il y a à la fois région frontalière et région montagne et c'est parfois ça peut être un double avantage ou une double peine. Oui, ça me fait penser ça me fait rebondir ce que vous dites. Que l'Eurorégion, comment, quel genre de rapport, comment elle peut compléter la communauté de travail des Pyrénées, par exemple? Là, peut-être, je répondrai, et puis si mes collègues des régions veulent le compléter, la communauté de travail des Pyrénées, le prochain programme POCTEFA, nous a associés dans la réflexion du prochain programme, et nous nous sommes positionnés pour présenter une aire fonctionnelle, c'est-à-dire dédiée aux spécificités méditerranéennes et littorales de l'Eurorégion, pour que justement on puisse gérer une gestion déléguée d'une partie de ce programme et aider les acteurs et les projets de part et d'autre de la frontière sur cette zone, on va dire, méditerranéenne et littorale, et qui intégrerait aussi les Baléares. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons lancé un appel à micro-projet, là aussi un accord avec la CTP, c'est pour la première fois une reconnaissance de l'Eurorégion. Voilà, donc tous les acteurs qui sont autour de la table, associations, jeunes, qui veulent se présenter et qui ont des partenaires au sud. Et là, on va au-delà de l'Eurorégion, on travaille avec nos amis basques, Aquitaine, Navarre et Aragonais. N'hésitez pas à nous contacter. Cet appel à projet est ouvert à toutes les associations de jeunes, à toutes les entreprises qui souhaitent travailler avec nos amis du Sud, et même avec l'Andorre, puisque nous avons pour la première fois ce appel à micro-projet en partenariat avec l'Andorre et des financements. Voilà, donc c'est ça la reconnaissance de l'Eurorégion, comme parlait Tony Vicens, c'est qu'on commence aussi dans les différents programmes européens à faire appel à nous pour notre savoir-faire, et on va aussi se présenter sur le prochain programme MED, qui est l'autre pendant. On a le POCTEFA qui est sur la montagne, mais nous sommes aussi Méditerranée, donc on est aussi associé à la gouvernance. En tout cas, on se présentera sur les projets méditerranéens. Donc je fais appel, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, nous avons un appel à micro-projet de 25 000 € pour des projets de coopération sur tout le domaine, culture, environnement, économique, innovation. On est à vos dispositions à l'Eurorégion et à nos régions, notre région. Bon, parfait. Voilà que la transition est faite vers la jeunesse et donc vers la seconde table ronde. Merci Xavier pour cette transition. S'il n'y a pas d'autres questions dans le public sur la première table ronde, je vous propose qu'on introduise la seconde immédiatement. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette première table ronde. Certaines d'entre elles vont rester sur la seconde. Je vous rappelle le titre de cette seconde table ronde qui est « Quelle place pour les jeunes dans l'Eurorégion ?» Et nous allons accueillir et écouter
Victor Lépine Juárez, qui est l'ancien président des Jeunes Européens fédéralistes en Catalogne, Joventut Europea Federalista, et actuel co-responsable du pôle des relations européennes et transfrontalières des Jeunes Européens de Toulouse. Nous écouterons également Cesc Mainzer Cardell, président des Jeunes Européens fédéralistes des îles Baléares. Également Alejandro Ormeño Hidalgo, le président des Jeunes Européens fédéralistes catalans. Nadia Pelfig, la vice-présidente de la région Occitanie, reste avec nous sur cette seconde table ronde. Alex Sastre, le directeur général de la jeunesse du gouvernement catalan. Nous accueillons également Irène Tolray, députée européenne du groupe Renew Europe, et Antoni Vicens, qui va rester avec nous, donc le chef de la diplomatie entre guillemets des îles Baléares, et qui va rester. Donc j'avais une première question pour Victor Lépine Juárez. Je ne sais pas s'il est connecté, s'il est parmi nous. Je suis là. Vous êtes là, parfait. Alors, je vais vous poser la question suivante. Qu'attendent les jeunes d'une structure comme l'Eurorégion et quel regard transfrontalier posez-vous d'après votre expérience de part et d'autre de la frontière? Vous avez la parole. 5 minutes également. Parfait, merci beaucoup. Bonsoir à tous, buona tarda a tutti. Je tiens à vous saluer à tous depuis Nice, qui est dans une autre région, mais je pense que les défis et les nécessités, les attentes de chacun peuvent être similaires sur ce point-là. Et je vous tiens à vous remercier encore une fois à tous les participants pour l'opportunité de pouvoir partager le point de vue des attentes des jeunes. Par rapport à la question que justement Michel Martinez venait de poser, je pense que cette question est plus compliqué que ce qui peut paraître à simple vue, pour les mêmes raisons qu'avait présenté justement Sylvie et Legavac, c'est que si nous posons un jeune dans le territoire de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous attendez de l'Eurorégion? Je crains qu'il aura une réaction, on qualifiera une réaction de jésuite, qui me répondra donc par une autre question qui c'est justement qu'est-ce que l'Eurorégion justement? Et je pense que cela est une première limite, en tout cas pour dans le cas que je connais pour l'instant, qui est celui de la Catalogne, c'est celui d'un déficit de la part de la jeunesse qui a un manque de connaissances par rapport à ce que fait l'Eurorégion et par rapport à même, pour certains cas, son existence. Et ce problème s'étend même partout ailleurs, aussi bien dans d'autres régions, comme par exemple les Alpes-Méditerranée. Et cela, dans les faits, est bien dommage parce que je pense bien que tous ici, nous sommes tous d'accord pour dire que les succès et slogans exposés par justement Monsieur Bernal Sanz ne doivent pas être justement cantonnés à une affaire connue que par les administrations régionales. Et je pense qu'ici il y a justement peut-être un premier travail à se faire sur ce point, c'est se faire connaître auprès justement des jeunes des jeunes du territoire, que chacun puisse connaître, et cela pour enfin pouvoir générer des attentes. Mais ces attentes, peut-être pas par rapport à l'Eurorégion, mais peut-être qu'elles ont besoin, en tout cas les jeunes ont des attentes de façon générale par rapport à notre territoire, par rapport au territoire de la Catalogne, de l'Occitanie et des îles Baléares. Et excusez-moi. Et il me semble justement qu'il y a 3 grandes attentes que l'on pourrait avoir, surtout maintenant en pleine période de Covid, avec cette crise et ce stress, pour ainsi dire, qui n'en finit pas, de quand est-ce que nous allons être encore confinés, est-ce que les frontières vont tout de nouveau être fermées. Nous parlions avant justement Monsieur Bernal Sanz parlait de cette nécessité de ce stress par rapport à la possibilité de travailler de traverser la frontière. C'est une nécessité que je pense beaucoup d'entre nous partagent et dans lequel évidemment je m'inclus. La mobilité, donc, pour venir au fait, la mobilité, je pense que c'est une véritable attente que l'on peut avoir, que les jeunes ont. En tout cas, une mobilité dans le territoire de l'Eurorégion. Mon camarade Samuel ici présent me disait à quel point c'est comment à l'heure actuelle et avant la crise du Covid, il allait souvent à Barcelone, passer une journée à Barcelone avec d'autres personnes, avec ses amis, étant donné qu'il vivait près de la frontière, que c'était à 2 heures.
Moi aussi, j'ai eu des amis et moi-même à Barcelone, à partir de Barcelone, nous étions à 2 heures, nous traversions la frontière sans aucun problème et nous passions une journée à Perpignan ou à d'autres endroits. Maintenant, malheureusement, bon, parce que nous sommes, alors, comme le disait M. Bernal-Sanz, dans une Europe des États, les frontières internes se sont toujours maintenues par rapport à la crise, une fois la crise de la Covid est arrivée et les confinements successifs se sont déployés. Et cela est véritablement, je pense, une des principales attentes que nous avons, c'est de retrouver la possibilité de bouger dans l'intérieur du territoire de l'eurorégion, tout simplement parce que cela peut créer une appartenance commune. La possibilité de mobilité est un véritable premier pas vers l'appartenance commune et la construction européenne nous le démontre également. Il y a aussi une nécessité également comme le disait le directeur général Villaro, d'une abolition, d'un effacement des frontières dans nos têtes de la possibilité de penser pas seulement dans notre communauté autonome, en tout cas pour la Catalogne, mais de façon plus large, d'inclure les 3 régions qui forment justement l'euro-région. Et ce sentiment d'appartenance commune qui peut être utilisé grâce à potenciado. Je n'ai que le terme en espagnol, désolé. Qui peut être utilisé grâce à cette mobilité. Nous l'avons aussi dans la culture. Nous devons aussi nous devons aussi continuer vers la nécessité d'une culture commune, du développement d'une culture commune. Toujours, il y avait une des affiches derrière le directeur général Villaro qui était "Més cultura es més inclusio". Plus de culture, c'est plus d'inclusivité, plus d'émotion. La culture ici la création d'une culture commune dans chaque qui a existé et qui certainement existera, est ici aussi un grand objectif, et une attente aussi, peut-être par rapport à la jeunesse, pour justement continuer pour encourager ce sentiment d'une appartenance commune au territoire de l'eurorégion. Et enfin, une nécessité un peu plus terre à terre que nous aurions est une nécessité d'ordre plutôt, je dirais, économique et au niveau d'un emploi. Maintenant, nous le savons tous ici présents que la crise du Covid a augmenté évidemment les taux de chômage dans tous les États, et en particulier dans le chômage par rapport à un chômage des jeunes qui a énormément galopé. Évidemment, maintenant nous sommes en 2022, les chiffres ne sont pas aussi catastrophiques comme par rapport à 2020, mais il y a encore un stress une anxiété qui est vécue par rapport à de la part des jeunes, de pouvoir avoir un emploi stable et un emploi dans des conditions qui puissent être considérées comme dignes. Et je pense que cela aussi est une attente importante de la part des jeunes, d'avoir la satisfaction de nécessités basiques qui sont travailler, avoir un salaire décent, pouvoir se nourrir, pouvoir s'habiller, pouvoir se loger. Et je pense qu'en cela, l'idée le fonds de soutien que l'Eurorégion justement a créé, comme ce qu'a évoqué justement la vice-présidente Pelfig, est un premier pas, il me semble, très important, que nous pouvons évidemment développer et qui, j'imagine, sans aucun doute, sera développé très prochainement. Je terminerai en disant qu'évidemment il existe d'autres limites d'un niveau linguistique et peut-être normalement nous pourrions également travailler dans l'éducation par rapport à certains programmes entre différents centres éducatifs, entre différentes écoles, pour pouvoir développer justement ce sentiment d'appartenance commune et d'une culture commune. L'abolition des frontières que nous faisons dans notre tête vient justement se fait évidemment à partir de 3 ans. Ce n'est pas pour rien que dans les écoles primaires, nous apprenons dès le départ ce qu'est l'Europe, quels sont les symboles de l'Europe, quelles sont les valeurs de l'Europe, et même quelles sont les valeurs, dans le cas de la France, quelles sont les valeurs de la République, par exemple. Liberté, égalité, fraternité. Toutes ces valeurs aussi qui sont les mêmes de l'Eurorégion, nous devrions les apprendre dans les centres éducatifs. Et il me semble que qu'il y a aussi une volonté que nous pouvons faire que dans nos centres éducatifs, que dans nos écoles, nous ayons une journée de sensibilisation par rapport à l'Eurorégion, ce que suppose l'Eurorégion pour chaque citoyen de ces territoires, et quels sont les bénéfices que nous pouvons en tirer, aussi bien nous en tant que futurs citoyens, en tant que jeunes
dans le cadre des écoles, mais aussi d'autres personnes, d'autres particuliers en tant qu'entrepreneurs. Et je pense que l'idée peut-être éventuellement d'une journée dans laquelle nous célébrons tous ensemble l'Eurorégion et tout ce qu'elle suppose, à l'instar du 9 mai ou à l'instar d'autres jours importants, peut-être aussi un premier pas ou une manière de nous faire connaître justement et de faire connaître aux jeunes la capacité qu'a l'Eurorégion pour faire connaître ses attentes. Merci. Et ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. J'espère ne pas avoir dépassé mon temps de parole. Un petit peu, mais c'est pas grave. On vous en tient par rigueur. Merci beaucoup, Victor. Et bonne idée de, pourquoi pas, fêter en même temps que le 9 mai, le jour de l'Eurorégion aussi, de faire d'une pierre deux coups. Merci beaucoup. Nous allons écouter à présent Cesc Mainzer Cardell, le président des jeunes européens aux îles Baléares. Est-ce qu'il est connecté? Est-ce qu'il m'entend? Oui, je suis ici. Très bien. Bona tarda, Cesc. Qu'attendent les jeunes Baléares d'une structure comme l'Eurorégion? Et d'après vous et d'après vos compatriotes de région, quels dispositifs de l'Eurorégion ont marché avec vous? En quoi vous êtes-vous senti accompagné? Et quels seraient les domaines, au contraire, qui sont encore à explorer, à exploiter? Moltes gràcies, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais parler en catalan parce que mon niveau de français est un peu limité et donc je vais continuer en català. Moltes gràcies per la convidada d'aquesta taula rodona. En primer lloc, per esmentar que espera la joventut a les Illes Balears d'una estructura com l'Euroregió. Aquí crec que partim d'un punt molt diferent i hem de tenir un altre debat primer, i és si la gent coneix l'Euroregió. Crec que a les Illes Balears la joventut en general no la coneix i per tant no es pot realment generar una expectativa sobre el que espera de l'Euroregió. I aquí crec que bé, jo crec que és un exercici un poc més de, diguem-ne, de què crec que pensarien si la coneixessin. Crec que voldrien realment que l'Euroregió actués d'una espècie de coordinació entre les nostres regions de cara a aconseguir polítiques i a plantejar polítiques a nivells tant estatals com europeus que millorin la vida de la joventut. Al final, els grans problemes del jovent a les Illes Balears són l'atur i la precarietat laboral, la dificultat per l'accés a l'habitatge i, en definitiva, tenir un horitzó de futur digne per a les seves vides. Aquí jo crec que realment el que es plantejarien com a petició o com a expectativa de l'Euroregió seria treballar en aquest sentit, en plantejar polítiques comunes entre les nostres tres regions. Sí que és veritat que aquí també l'Euroregió, i aquí sí que en parlaré un poc més amb la darrera pregunta, sobretot sobre el tema de per què no es coneix tant, aquí crec que a nivell d'estructures o mesures que han funcionat, jo crec que algunes sí que crec que amb uns certs límits, perquè al final les col·laboracions de l'Euroregió tinc la sensació de que són projectes molt puntuals a hores d'ara, però sí que hi ha hagut experiències com, per exemple, l'Eurocampus i Health entre algunes de les nostres universitats que sí que han tingut, a més com a experiència duradora, amb més de 10 anys de treball, crec que sí que han tingut un funcionament clar. Vull dir, aquesta durada en el temps ho avala, però crec que ha arribat a un grup social molt concret, com són els estudiants universitaris i, a més, de certes branques del coneixement molt concretes. En el cas de les nostres illes, per exemple, la Universitat de les Illes Balears és una part gaire reduïda del conjunt dels estudiants. Aquí sí que, sobre aquesta tercera pregunta que em plantejava, sobre com ens hem sentit acompanyats, jo crec que els darrers mesos han tingut i aquí parlo més des de l'experiència com a GEF Illes Balears, han tingut una relació molt interessant i molt propera amb la Direcció General d'Afers Exteriors del Govern de les Illes Balears i amb el Toni Vicenç, a qui saludo, ja que hi som, que realment, i no sols en nosaltres, de fet en moltes altres organitzacions socials i entitats de les Illes Balears han tingut una tasca de reunions, de trobades, de donar a conèixer les tasques de l'Euroregió
i plantejar quines necessitats tenien i com es podia produir una trobada entre aquelles. Jo crec que aquí sí que és una tasca que crec que a les Illes Balears ha de continuar i les altres regions també s'ha de dur a terme molt, perquè crec que al final el futur de l'euroregió passa per fer que les nostres poblacions sentin que existeix, que és una eina útil per ells i per elles, és fonamental, i aquesta classe de contactes entre la societat civil i l'administració pública per donar a conèixer l'euroregió i per poder conèixer quines són les necessitats de la societat són fonamentals. I aquí en la darrera qüestió que em plantejaves sobre quines serien les àrees a explorar, aquí crec que primer de tot seria sobretot plantejar-nos què fa falta perquè la gent conegui l'euroregió i la consideri una eina necessària i útil, sobretot per ells i elles, és avançar cap a col·laboracions més àmplies, més duradores en el temps, més enllà de projectes concrets, segurament, i en àmbits que arribin a més extractes de la societat, és a dir, sortir, per exemple, de les col·laboracions solament en els àmbits universitaris, que crec que igualment han de continuar, i avançar en col·laboracions a nivell de l'ensenyament obligatori, en els àmbits que les nostres regions s'encarreguen, per exemple, fomentant els intercanvis entre centres d'ensenyament primari i secundari, fomentar l'ensenyament de les llengües de les nostres regions entre nosaltres, és a dir, que a les Illes Balears i a Catalunya es fomenti molt més l'estudi del francès i de l'occità, i que també a la regió occitana també es fomenti l'ensenyament del català i del castellà, o, per exemple, en qüestions laborals, és a dir, fomentar intercanvis laborals entre les nostres regions, o participar en experiències com pugui ser, per exemple, el programa Eurodyssey de l'Associació Europea de Regions. I a nivell social, sobretot crec que pot ser una eina molt important crear espais de trobada entre les nostres plataformes de la societat civil, entre les nostres organitzacions juvenils, culturals, esportives fins i tot, i entre els nostres consells de la joventut, que es puguin teixir i establir estructures com, per exemple, la que existeix en la forma del Triangle Jove en el que participen els consells de la joventut de les Illes Balears, de Catalunya i del País Valencià. Crec que són un poc les àrees en les que es pot fer més visible la feina de l'euroregió i la seva utilitat social i pública, però també fer que la gent s'ho senti seva i participi de forma activa. Moltíssimes gràcies. Gracias a tu, Cesc. Vous avez pu, les locuteurs francophones, écouter le catalan des îles Baléares. J'espère que vous aurez pu vous apercevoir des joies de l'intercompréhension. J'ai laissé parler Cesc tout son temps de parole et je vous propose de résumer très très brièvement ce qu'il a dit pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte d'information. Donc globalement, notre ami a mis aussi à lever le manque de notoriété de l'eurorégion chez les jeunes aux îles Baléares, qui ont les mêmes revendications que les jeunes dans d'autres régions et dans d'autres pays. Ils veulent globalement une coordination des administrations pour les aider à améliorer leur cadre de vie, à lutter contre le chômage des jeunes, à lutter contre la précarité des jeunes au travail et notamment aux îles Baléares, le problème du logement qui est excessivement cher avec des salaires souvent très bas et qui ne permettent pas d'avoir un accès à un logement digne quand on est jeune, émancipé aux îles Baléares. Cesc souligne que des projets très ponctuels comme l'Eurocampus Health, qui a duré une dizaine d'années, a été un succès, mais dont finalement la portée a été limitée parce qu'elle s'adressait spécifiquement à un groupe social très concret de l'université, les études de médecine ou de pharmacie, etc. Mais il souligne que les relations sont plutôt fluides avec Antoni Vicens, ici présent, le directeur général des affaires étrangères du gouvernement baléare, que des réunions ont lieu de façon périodique afin de divulguer justement comment les îles Baléares se projettent à l'international, notamment à travers l'Eurorégion, et il voudrait peut-être, parmi les pistes à explorer, qu'il y ait des collaborations plus larges et plus longues, qu'on aille un petit peu au-delà des projets qui vont être très ciblés, qui vont durer
peu de temps sur un temps fixé, et qui irait au-delà des universités, peut-être essayer de cibler le public des collèges et des lycées, c'est-à-dire l'enseignement obligatoire, donc jusqu'à l'âge de 16 ans, en favorisant les liens et les contacts avec des lycées de la région Occitanie, ou qu'il y ait plus d'enseignement de français et d'occitan aux îles Baléares, et plus d'enseignement d'espagnol et de catalan en région Occitanie. Voilà globalement ce qu'a dit notre ami. J'espère ne rien avoir oublié. Ça nous fait perdre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. On prend le temps, et je donne immédiatement la parole à Alejandro Ormeño Hidalgo, qui est connecté, j'espère. Est-il là? Non? Ah, Samuel, je vois parler. Oui? Xavier? Non, je disais Samuel qui parlait et le micro coupé, mais je ne vois pas. Ça devrait aller là maintenant. Essaye, Samuel. Vous m'entendez? Oui. Oui, super. Alejandro ne sera pas là, malheureusement. Et il vient de très bien. Ouais, bon. Désolé. Donc on va sauter son temps de parole. Nous retrouvons donc. Du coup, oui. Samuel peut-être et Victor, ils peuvent peut-être un peu échanger, enfin en tout cas sur leur expérience avec la relation, sans forcément intervenir à leur place. Mais... Ouais. Oui, peut-être. Est-ce que vous avez donc Samuel, Victor, des idées pour l'Eurorégion? Comment est-ce que l'Eurorégion pourrait on a parlé un petit peu des étudiants et de l'Eurocampus. Est-ce que vous attendez peut-être des dispositifs plus ciblés vers les jeunes actifs? Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit Victor et Chess, notamment sur la nécessité de faire connaître avant tout l'Eurorégion auprès de la jeunesse. Ça passe, je pense, d'abord par un vrai travail de communication qui doit être fait, parce que je pense effectivement que peut-être 95% des jeunes ne connaissent pas l'Eurorégion, malheureusement. Et aussi, de la part des associations, il y a un travail d'appropriation à faire qui n'est pas toujours fait. Et on le voit, il y a des appels à projets qui sont intéressants pour le développement associatif et aussi pour mener des actions transrégionales, et ça gagnerait effectivement à être connu. En ce qui concerne les jeunes actifs, l'Eurocampus, c'est une véritable opportunité qui gagnerait encore à être approfondie. Et effectivement, on pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, des systèmes de bourses qui viendraient aider les jeunes qui font le choix de faire une mobilité en Catalogne, aux Baléares ou en Occitanie. Voilà, ça pourrait être des dispositifs plus volontaristes comme cela. Mais globalement, je pense que Victor et Chess ont vraiment bien représenté le point de vue de la jeunesse occitane, catalane et baléare sur ces questions-là. Oui, parce qu'en tant que territoire frontalier, on a cette chance en fait de faire du global juste de l'autre côté de la frontière, donc du glocal au final, un peu local et global. On est conscient de ça, on essaye d'utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition ou de les créer pour justement avoir cette issue professionnelle, universitaire, etc. Est-ce que vous pensez dans quel secteur il reste à faire encore beaucoup de choses? Quels sont les secteurs peu exploités d'après vous? Moi, je pense qu'il y a tout d'abord une première chose à faire, mais ça dépend pas forcément de l'Eurorégion. C'est la promotion du multilinguisme. Nous, on le voit rien que pour travailler entre jeunes de Catalogne et des Baléares. Eh bien, il y en a une vraie question de la langue qui se pose chaque fois. C'est-à-dire savoir si on va parler en français, en catalan, en castillan ou en anglais. C'est un vrai débat. À chaque fois, ça entraîne des incompréhensions ou des débats plus longs. Donc, ça pénalise énormément les échanges transrégionaux, que ce soit à tous les niveaux. Et donc, je pense que tous les secteurs sont importants et sont intéressants. Les secteurs notamment en lien avec l'environnement, je pense qu'ils doivent être particulièrement concernés du fait du changement climatique. Mais la première question qui doit se poser, et là, c'est plus du ressort des États, c'est la promotion du multilinguisme, et surtout de l'État français en l'occurrence, puisqu'on sait qu'en Espagne, les langues régionales sont bien plus respectées que ce qu'elles le sont en France.
Donc voilà, pour moi, la première mission à faire, c'est ça, parce qu'il y a un problème en fait qui est à la racine, qui est le problème de la communication entre jeunes de l'espace euro-régional. Alors c'est un problème d'État, mais c'est aussi, en tout cas du côté espagnol, un problème peut-être de région, puisque les compétences en éducation sont transférées aux régions qui ont beaucoup de pouvoir, et donc on peut faire appel, on peut frapper à la porte de la Generalitat ou du gouvernement des îles Baléares pour demander à ce qu'il y ait une seconde langue obligatoire et que cette langue obligatoire soit le français du fait de cette frontière commune. Alors je sais que beaucoup de lycées, bon il y a des sections Bachibac assez nombreuses, en tout cas en Catalogne. Je ne sais pas comment ça se passe aux îles Baléares, mais il y a un effort qui est fait quand même de la part des administrations catalanes pour éviter le tout anglais et qu'il y ait une seconde langue obligatoire dans certains lycées, mais ce n'est pas aussi généralisé que la deuxième langue obligatoire en France. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Juste, Michel, avant que vous passiez la parole, vous dire que par rapport à la question de Samuel, on a un chèque Eurocampus que la région Occitanie, que la Généralité de Catalogne et que les Baléares mettent en œuvre de 600 € par étudiant par année. Malheureusement, il n'est pas assez connu. Il n'y a que 1000 étudiants qui en ont profité, un peu moins par an. Donc, ça serait important de le faire connaître. Voilà, c'était et on retient, Samuel, la proposition puisque ça fait partie des choses qu'on a parlé en commission enseignement et innovation. La présidente de Pelfig le sait, pour aider la mobilité des chercheurs. Ça, ça fait partie des projets pour 2022. Voilà, je vous laisse passer la parole aux autres intervenants, mais je souhaitais préciser ça. Très bien, très bien. Alors, je passe la parole à Madame la vice-présidente de la région Occitanie, Nadia Pelfig. Vous avez la parole. Quels sont les axes de la politique jeunesse souhaités par cette présidence occitane de l'Eurorégion et comment remontent jusqu'à vous les attentes des jeunes actifs ou étudiants? Merci de cette question, puisque justement dans le cadre de l'Eurorégion, on est organisé entre différentes commissions, différents sujets. Et au sein de la commission enseignement supérieur recherche notamment, on travaille à mettre en réseau nos établissements universitaires. Et récemment, ça a été signalé tout à l'heure, nous avons déposé un appel à projet, nous avons répondu à un projet européen pour travailler sur la mobilisation des jeunes sur le pacte vert au niveau de la DG Régio. Donc vous savez sans doute que la région Occitanie a adopté son pacte vert, le Green New Deal, dans la même manière que l'Union européenne a adopté son Green Deal. Il y a également les chèques Eurocampus dont il a été question. 95 chèques là ont été distribués récemment. Mais ma profonde conviction, et ce sur quoi on s'accorde avec les collègues de Baléares et de Catalogne, c'est que sur bien des sujets, il ne s'agit plus pour les responsables politiques et les collectivités que sont les nôtres de faire des politiques pour les jeunes, mais bel et bien de concevoir les politiques avec notre jeunesse et de pouvoir leur donner la possibilité d'être acteurs de la construction des politiques publiques que sont les nôtres. C'est à cet effet, moi, que je souhaiterais, je vous livre quelques pistes qui peuvent ensuite atterrir sur d'autres réalisations, mais je pense qu'un financement participatif dédié à la participation des jeunes pour décider justement d'un budget qui leur serait propre pour développer un certain nombre d'actions pour être opportun. Je crois que quand on appelle à la construction ou à la participation, il faut livrer des moyens. Les moyens ne sont pas que budgétaires, ils sont aussi intellectuels. Quelles sont les informations dont on dispose? Il n'y a rien de pire que de dire à n'importe quel interlocuteur, les jeunes en font partie, participer, décider, puis finalement qu'ils ne détiennent pas les informations qui leur permettent de prendre les bonnes décisions.
Là, je crois qu'on a la démonstration avec les différentes jeunesses de nos 3 territoires, que nous avons là des jeunes informés et engagés. Et je pense qu'ensemble, y compris avec les vice-présidents étudiants de nos établissements universitaires, y compris avec un certain nombre d'associations de jeunesse du territoire, que ce soit des jeunes travailleurs ou des syndicalistes et étudiants, nous avons sûrement là des jeunes dont l'engagement citoyen est réel. Et moi, je souhaiterais évidemment que cet engagement citoyen s'inscrive dans le cadre européen. Et si l'Eurorégion peut être l'outil dont il s'empare pour aller plus loin dans les projets, je pense qu'un budget participatif peut être un bon outil pour qu'ils le mettent à profit. De la même manière, je pense qu'il y a peut-être des consultations à mettre en œuvre qui leur seraient dédiées. Des appels à manifestation d'intérêt qui pourraient ne pas être complètement globaux, mais peut-être réservés à une tranche d'âge, et une tranche d'âge davantage qu'un statut. Je m'explique, étudiant est un statut. Une tranche d'âge, vous pouvez par exemple, je dis, c'est à voir entre nous, mais moins de 26 ans, vous pouvez être jeune travailleur ou étudiant. Et je pense que c'est dans la diversité de ces expressions de notre jeunesse que nous trouverons sûrement les voies d'action qui pourraient leur être utiles. Moi, je crois que, vous savez, les collectivités de plus en plus ont le conseil municipal des jeunes, nous avons, nous, le conseil régional des jeunes. Je pense que il faudrait peut-être avoir comme objectif, en préparant la maturité de la connaissance institutionnelle de ces sujets, d'avoir peut-être un conseil euro-régional des jeunes. Je pense qu'en fait, tout ce qui stimulerait non pas des politiques proposées à notre jeunesse, mais bien des politiques dont ils sont acteurs, avec des outils institutionnels qui les amèneraient à mieux connaître aussi les outils institutionnels européens, et l'euro-région en fait partie, nous aiderait à construire un sentiment d'appartenance à la citoyenneté européenne, au-delà de leur passeport sur lequel ils figurent qu'ils sont bien citoyens de notre communauté. Parce que bien souvent, malheureusement, il n'est assez peu question de la question européenne. Les jeunes d'ailleurs qui s'emparent de ces sujets sont souvent suspects de s'inscrire dans un acte politique militant pour des partis qui affichent leur appartenance européenne, ou à contrario pour pouvoir y dénoncer des élans européens dans des accès souverainistes. Et donc je pense aussi qu'il faut démontrer que l'engagement de jeunes Européens peut se faire sur des sujets qui ne sont pas pour ou contre l'Union européenne, qui est forcément un sujet d'une abstraction et d'un marquage politique très très marqué, mais davantage quel type d'Europe, quelle action européenne, comment plus d'Europe. Et ça, je pense que c'est constructif, ça est de nature à être fédérateur, et surtout, ça pourrait venir en appui d'autres dispositifs que nous leur proposons, qui sont celui des mobilités. Une mobilité réussie demain pourrait être bien sûr la réussite de leur parcours académique pour des étudiants, mais aussi le fait d'avoir contribué avec d'autres Européens dans le territoire qui les accueille à monter un projet transfrontalier, par exemple, ou un projet sur des compétences dont on a décidé de se saisir avec la Generalitat et avec Baléares dans le cadre de l'Eurorégion. Bref, ce que je veux bien faire comprendre, c'est que pour moi, vice-présidente de la région Occitanie, le sujet n'est pas de dire aux jeunes ce qu'ils doivent penser, comment ils doivent considérer l'Eurorégion. Ma problématique, c'est qu'ils comprennent son fonctionnement, mais c'est surtout qu'ils aient envie demain de prolonger son action, de la renforcer ou de l'orienter. Et je crois que c'est ainsi que nous réussirons à passer le cap qui est absolument nécessaire de la maturité, de la mise en commun d'un certain nombre de compétences au niveau plus qu'interétatique, mais bien européen. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, pour ces propos. Et nous accueillons à la table Alex Sastre, qui est le directeur général de la jeunesse du gouvernement catalan. Bonsoir, bona tarda.
Et nous allons vous poser les questions suivantes. Pareil, quelles sont les attentes de la Direction générale de jeunesse du gouvernement catalan envers l'Eurorégion? Comment s'articulent les collaborations entre l'Eurorégion et votre département? Et comment relayez-vous les attentes des jeunes vis-à-vis d'une structure de coopération transfrontalière comme est l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée? Merci, vous avez la parole. Bonsoir, bona tarda a tots. Jo no he sigut tan prudent com l'amic Xesc de les Balears. Jo, tot i que no parlo molt bé el francès, però sí que amb el meu equip hem preparat tota una intervenció en francès i, per tant, intentarem fer-ho el millor que podrem. C'est quoi principalement la Direction générale de la jeunesse de l'Eurorégion et qu'elle serve à renforcer l'identité communautaire européenne chez les jeunes des régions qui la composent. En d'autres termes, qu'elle contribue à promouvoir un sentiment d'appartenance collective et d'adhésion à un projet partagé et que de ce fait, elle aide à relancer les projets européens qui en a cruellement besoin. En ce sens, nous pensons que l'Eurorégion peut s'avérer être un instrument utile pour poursuivre la construction d'un projet européen commun à partir d'initiatives et de propositions concrètes se fondant sur les réalités et les besoins de la jeunesse. Des initiatives et des propositions qui devraient être en mesure de produire un impact positif sur la vie des jeunes, leur ouvrant des portes, leur offrant des opportunités et en créant de nouveaux liens. En effet, la construction du projet européen ne peut pas se faire uniquement en tissant des liens économiques et institutionnels. Il faut aussi créer des liens à partir de l'expérience de vie. Il faut que se construisent des relations entre les personnes. Et dans cet esprit, il convient de placer les jeunes au cœur de notre attention. En définitive, nous attendons de l'Eurorégion qu'elle engendre de nouveaux projets à même de traduire les discours théoriques et parfois grandiloquents sur les valeurs européennes et la construction européenne en réalité tangible est une expérience de vie qui permettant de sensibiliser les citoyens et les jeunes à l'idée de l'Europe. Voilà la vision que les services de la jeunesse ont de l'Eurorégion et les raisons pour lesquelles nous attachons tant d'importance au projet et au programme d'échange de mobilité ainsi qu'aux organismes de coopération régionale. Dans ce même ordre d'idées, je pense qu'il convient de mettre en valeur l'expérience positive que constitue notre travail récent dans le cadre de la communauté de travail des Pyrénées. À titre d'exemple, citons le projet Trampoline, auquel nous avons participé très activement et que nous évaluons de façon satisfaisante, bien qu'il ait d'y être mis en œuvre à un moment très délicat. En effet, nombre de ces actions ont lieu dans le cadre de la pandémie et se sont déroulées dans un contexte de limitation de la mobilité internationale et de réduction de l'activité de nombreux secteurs. Je cite le cas de la CTP parce qu'il s'agit probablement de l'organisme avec lequel nous avons connu l'expérience de plus grande ampleur et la plus longue en matière de coopération régionale, et aussi parce que nous y voyons des similitudes et des parallélismes avec la proposition de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Cela étant, nous y voyons réellement des différences importantes, mais je ne dis pas cela de manière négative, bien au contraire. Nous avons l'impression que l'Eurorégion, du fait de sa structure, de son fonctionnement du type de projet et d'initiative qu'elle promeut et finance, est peut-être mieux adapté à notre réalité. Et
à ces propos, je pense dans notre réalité institutionnelle qu'à la réalité des jeunes de notre pays. Et sur l'autre question, il est difficile de répondre à ces questions sur la collaboration entre l'Eurorégion et nous. Pour l'instant, il n'existe pas de cadre de collaboration pleinement défini et structuré, car nous sommes dans une phase de redéfinition et de reprise de relations. Et la dernière question, je pense que cela ne devrait pas être excessivement difficile. J'ai déjà évoqué les précédents et l'expérience positive que constitue le projet Trampoline, lequel a été déployé dans une zone transfrontalière qui, du point de vue territorial et linguistique, coïncide substantiellement avec la zone couverte par l'Eurorégion. Mais surtout, je pense que ce ne sera pas excessivement difficile parce que les jeunes catalans ont historiquement participé très activement au projet et aux initiatives d'échange et de mobilité adressées à la jeunesse. De même, les administrations catalanes se sont montrées, elles aussi, très actives en matière de promotion et d'encouragement à ce genre d'initiatives et de programmes. Nous avons pu le constater avec des programmes tels qu'Erasmus+, Odyssée, les fonds européens de solidarité. La liste serait longue et je ne vais pas m'y attarder. À quoi qu'il en soit, je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que la Catalogne est devenue l'un des pays leaders dans la promotion et le déploiement de projets d'échange et de mobilité. Je pense donc que la proposition de coopération transfrontalière dans le cadre de l'Eurorégion ne devraient pas être difficiles à transmettre et à appliquer à nos jeunes. Merci. Merci, Monsieur Sastre. Gràcies per l'esforç de fer-ho en francès. Merci d'avoir fait l'effort de faire vos réponses en français. Nous allons accueillir à présent Madame Irène Tolleret, députée européenne. J'espère qu'elle a pu nous rejoindre. Je crois qu'elle se connectait à 19h30 environ. Elle n'est pas encore là. Ah, elle n'est pas encore là. Bon. Alors, on va donner la parole à Antoni Vicens, qui va répondre aussi sur ces questions de la jeunesse. En quoi, Monsieur Vicens, l'Eurorégion peut-elle contribuer ou en partie en tout cas, à l'action extérieure du gouvernement autonome des Baléares? Comment, justement, vous vous appuyez sur les thématiques de la jeunesse pour votre politique étrangère et quels sont vos mécanismes de collaboration et en quoi et dans quel domaine vos actions communes peuvent-elles servir les jeunes de votre pays? Bon. Merci beaucoup encore une fois et merci beaucoup pour tous les intervenants parce que c'est très intéressant. Je pense que maintenant Nadia qui a aussi écouté tous les différentes interventions, aussi notre collègue de Catalogne et moi-même, on doit réfléchir avec toutes ces idées parce qu'ils ont beaucoup des idées intéressantes. Et pour répondre directement à la question, en quoi peut aider à l'action extérieure le travail de l'Eurorégion et surtout le travail de gens dans l'Eurorégion, il faut dire que, encore une fois, il faut se rappeler qu'on est dans un territoire petit, qu'on est détaché du continent et ça nous marque profondément. C'est-à-dire que au niveau, par exemple, de l'aide que l'Eurorégion peut nous donner à mettre en place une cohésion plus forte parmi notre territoire, il va aider pas seulement à lier la connexion parmi les îles Baléares, l'Occitanie et la Catalogne, mais en même temps va aider à lier la connexion parmi les îles Baléares. Comme j'ai dit avant, on est 4 univers différents. 4 îles. Donc, dans cet ensemble de l'Eurorégion,
il peut nous aider à bien coller aussi la connexion parmi nos jeunes. Parce que, comme il a fait mention Cesc avant, au niveau des îles Baléares, on a des problèmes chez les jeunes très spécifiques, mais très graves. Par exemple, l'accès à l'habitage, aussi la précarité laborale. Quelquefois, on voit pas ça parce qu'on est aussi d'administration petite, de réalité petite, et l'Eurorégion peut nous aider à éliminer ces problèmes. En même temps, parmi les idées que j'ai écoutées, et pour répondre un peu la deuxième question de quel mécanisme de collaboration on peut mettre en place, je vois qu'un problème qu'on partage tous, c'est la manque de connaissances de l'Eurorégion. Je pense que c'est très intéressant l'idée qu'a mis Victor sur place de faire un jour de l'Eurorégion, un grand bravo sur ça, parce que je pense que c'est une très bonne idée pour faire connaître plus l'Eurorégion. Et en même temps d'augmenter la collaboration parmi nous, et Nadia elle a souligné la possibilité de mettre en place un conseil régional de jeunesse, et je prends l'idée 100%. Donc je pense que Nadia, on peut commencer à travailler de maintenant pour mettre en place cette conseil. Je pense que c'est une très bonne idée, et c'est une très bonne idée concrète qui sort précisément d'un événement d'aujourd'hui, hein, parce que je pense que par exemple, tout d'abord, que c'est le travail qu'on est en train de faire dans l'ensemble des îles Baléares, de mettre tous ensemble les mouvements européens au niveau des îles Baléares, les jeunes européennes au niveau des îles Baléares, les différentes associations européennes au niveau des îles Baléares. Ce travail que maintenant on est en train de faire au niveau des îles Baléares, je pense qu'on peut aussi le faire dans l'ensemble de l'Eurorégion. Problème qu'on va voir, Samuel l'a bien dit, on a un problème de langue. On l'a vu aussi aujourd'hui, quelquefois l'intercompréhension, même si on est dans les domaines de langue romaine, ce n'est pas évident qu'on va nous comprendre. Et c'est vrai qu'on doit travailler sur ce multilinguisme. Mais en même temps, je pense que c'est aussi un travail des associations de jeunes, de mettre en valeur la diffusion de langues et de travailler dans le respect de les propres langues. Par exemple, et Xavier Bernat, qui est aussi connecté maintenant, il va rappeler que, par exemple, dans la présidence des îles Baléares, une critique de la présidence, c'était, écoute, maintenant, on a comme officiel dans l'Eurorégion la langue occitane, mais on ne fait pas rien dans la langue occitane. Donc, il faut la mettre en valeur, il faut communiquer plus avec des langues occitanes, il faut faire des autres choses plus actives avec cette langue. Et on a commencé à être actifs, proactifs sur ce domaine. Donc, pour ce qui concerne la langue, que je pense que c'est un problème, parce qu'il faut plus d'intercompréhension parmi nous, c'est un travail aussi individuel de chacun, d'avoir un compromis vers les richesses linguistiques qu'on a, et en même temps, un travail de chaque organisation de mettre en valeur la langue et les multilinguismes dans son domaine. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Vicens, pour votre réponse. Et je viens d'apprendre par le chat que Irène Tolleret a pu nous rejoindre. Donc je vais lui donner la parole et lui poser quelques questions. Madame la députée du groupe Renew Europe, êtes-vous là? Vous nous entendez? Oui, je suis là. Désolée pour le retard lié à un retard d'atterrissage. Bon, très bien. Alors, comment le Parlement européen peut-il accompagner les jeunes citoyens? Et comment les structures euro-régionales, d'après vous, peuvent-elles prendre le relais? Et peut-on, d'après vous, aussi construire l'Europe et développer la conscience européenne de nos jeunes grâce aux euro-régions? Sont-elles des outils glocaux, comme nous le disions tout à l'heure, à la fois locaux et globaux?
Alors, tout d'abord, merci d'avoir organisé cette présentation et ces enjeux autour de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée et aussi autour du thème de la jeunesse. Parce que si en tant qu'eurodéputé, notre travail le plus important, ce n'est pas de faire des textes législatifs qui permettent de construire un avenir et donc en particulier de s'occuper de nos jeunes, je ne sais pas à quoi nous servons. Donc, c'est important que nous ayons une ambition pour la jeunesse avec les moyens nécessaires. Et d'ailleurs, 2022, c'est l'année européenne de la jeunesse. Les eurodéputés seront donc encore plus mobilisés pour inclure les priorités de la jeunesse dans les politiques européennes. C'est pour ça qu'une soirée comme ce soir, pour moi, c'est extraordinaire. Donc, nous avons d'ailleurs assuré 8 millions d'euros supplémentaires pour le programme Erasmus+, et du Corps européen de solidarité pour soutenir les activités liées avec cette année européenne de la jeunesse. En mon fort intérieur, je suis complètement persuadée que c'est ma mission de députée européenne d'aller au contact des jeunes. Et d'ailleurs, je me rends régulièrement dans les lycées, les collèges de ma région pour expliquer ce qu'est l'Europe et ce qu'est le Parlement européen. Le Parlement européen a d'ailleurs plusieurs dispositifs autour de la jeunesse. Pour en citer quelques-uns, nous avons le EYE, European Youth Event, qui permet à chaque député de sponsoriser un groupe de jeunes pour découvrir le siège du Parlement européen à Strasbourg autour d'événements de table ronde. C'est une merveilleuse opportunité pour les jeunes de découvrir le fonctionnement de l'Union européenne en étant en contact de jeunes qui viennent de tout un continent et donc de prendre cette conscience du fait que Strasbourg est le cœur battant de l'Europe, d'une Europe jeune où on arrive avec des jeunes de tout pays, de voir ce qu'on a en commun et d'essayer de discuter d'un avenir. Une autre initiative intéressante, c'est le prix Charlemagne pour la jeunesse qui est organisé par le Parlement européen et qui récompense les projets qui sont menés par des jeunes pour des jeunes. Les candidatures sont ouvertes pour le prix de cette année, donc allez-y, participez, proposez. 100% des gagnants ont tenté leur chance. J'aimerais aussi souligner que l'Union européenne a pris acte des conséquences de la crise Covid sur les jeunes et a donc renforcé la garantie européenne pour la jeunesse. C'est un programme ambitieux qui vise à lutter contre le phénomène avec le mot horrible de NEET, Not in Education, Employment or Training. À cet égard, d'ailleurs, le dispositif national Un jeune, une solution mené par le gouvernement a été une vraie réussite puisque 2 millions de jeunes en France ont pu en bénéficier. Alors, comment les structures euro-régionales peuvent prendre le relais, mais bien sûr que les structures euro-régionales ont un rôle à jouer dans l'accompagnement de la jeunesse en lui offrant des perspectives, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'entrepreneuriat ou de l'emploi. Et d'ailleurs, un exemple de cet accompagnement par l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est de permettre à des étudiants de bénéficier d'une aide pour se déplacer au sein du territoire euro-régional via le dispositif Eurocampus. Et du coup, je crois vraiment que cet échelon est essentiel pour construire l'Europe et développer la conscience des jeunes européens. Parce que parfois l'Europe, elle parle de trop loin, parfois elle parle de Bruxelles. Avec l'Eurorégion, et en faisant plus connaître le fait qu'on fait partie d'une Eurorégion, j'ai entendu la proposition d'avoir une journée de l'Eurorégion, c'est un moyen de prendre conscience que l'appartenance à l'Union européenne, c'est pas quelque chose de loin, c'est au contraire quelque chose d'à côté, surtout quand on a une frontière qui rajoute des barrières administratives qui ne sont pas liées au mouvement des animaux ou aux historiques familiales. Et donc, c'est un moyen de vivre l'Europe du quotidien et être dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça, en fait, qu'on voit ce qu'elle nous apporte. Donc, plus on a une Europe qui parle de loin, moins les gens peuvent comprendre ce qu'elle leur apporte dans leur vie. Donc, l'Eurorégion est un très bon moyen de prendre conscience du fait qu'on a cette chance de faire partie de l'Union européenne et de faire naître ce sentiment européen, puisque parfois il y a des extrêmes qui disent que le sentiment européen est
contradictoire avec le sentiment d'appartenance nationale. Et en fait, avec l'Eurorégion, on se rend compte qu'on vient de quelque part, qu'on a une culture qui est la culture du village, de la vallée, et que ce n'est pas contradictoire avec les amis du village ou de la vallée de l'autre côté de la frontière, que parfois d'ailleurs dans ces zones-là, on parle plusieurs langues et qu'on est avant tout européen. Et donc l'échelon Eurorégion est un moyen de prise de conscience de la culture européenne qui est, à mon avis, extrêmement pertinent. Et pour revenir sur le mot glocal, oui, bien sûr, les eurorégions sont traversées par des frontières. Ok, mais elles n'existent, ces eurorégions, parce que malgré ces frontières, il y a une continuité culturelle, une continuité linguistique, une continuité d'intérêts ou de ressources ou de points forts économiques, géographiques. Et du coup, elles ont des problématiques communes. Par exemple, la biodiversité. On va pas faire des comptages de biodiversité d'un côté de la frontière et faire comme si les animaux, il y avait des animaux douaniers qui contrôlaient la circulation des animaux. C'est faux. Donc à un moment donné, les animaux, ils ont un territoire de vie et par rapport à la biodiversité, si nous voulons être au rendez-vous des enjeux de la planète, des enjeux du changement climatique, c'est sûrement pas en pensant qu'une barrière administrative joue sur la vie des animaux, mais bel et bien en prenant en compte qu'un territoire de chasse de loups ou d'ours, eh bien, il est tel qu'il est, il est lié à une vallée, un sommet, un territoire de vie, un territoire de chasse, et bien entendu que pour arriver à protéger ces espèces, nous devrons répondre aux problèmes qui ont fait qu'elles ont pu disparaître, que ce soit en apportant des réponses quand ce sont des grands prédateurs aux éleveurs. Et je pense que les éleveurs d'un ou l'autre côté de la frontière par rapport aux grands prédateurs ont exactement le même vécu. Et d'ailleurs, ils sont encadrés par exactement les mêmes aides au sein de la politique agricole commune. Et donc, ça permet, en fait, le loup ne s'arrête pas, ou l'ours ne s'arrête absolument pas à la frontière franco-espagnole. Et du coup, en travaillant ensemble, en existant ensemble, eh ben, on sera beaucoup plus fort et on sera de manière beaucoup plus coordonnée plutôt que travailler en silo. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, ou hier très exactement, l'Assemblée nationale en France vient de voter un dispositif assurance récolte. Ce dispositif assurance récolte, il est complètement inspiré du système espagnol. Eh bien, si au niveau de l'Eurorégion, on s'était dit, eh ben, puisque les agriculteurs français, ils ont ce problème par rapport aux catastrophes climatiques et que les agriculteurs espagnols, bah, ils le gèrent un peu mieux que nous, en discutant, on aurait peut-être pu gagner du temps. Donc, quand au niveau européen, il y a un pays, un État, une ville, un village qui a trouvé une bonne solution, le fait d'avoir le plus de liens pour ces bonnes solutions, ça permet d'aller beaucoup plus vite et on doit aller vite et on doit aller bien parce que le changement climatique, il est là. Et par rapport au changement climatique, il y a vraiment un rôle à jouer et le changement climatique, il s'adresse, c'est les jeunes qui vont en avoir les catastrophes encore plus. Donc du coup, pour moi, si je fais cette priorité sur le changement climatique aussi par rapport aux eurorégions, c'est parce que le thème de la jeunesse, il est forcément lié aux conséquences du changement climatique. Et donc, c'est important qu'on ait ces eurorégions qui fonctionnent. Et donc, les structures régionales, elles ont une dimension globale puisque c'est une collaboration de plusieurs territoires, de plusieurs pays, de plusieurs cultures. Donc, ça permet de mettre ensemble toutes les perspectives, d'avoir des projets qui ont une vision plus large, plus globale, et peut-être aussi des assiettes de financement ou financières plus solides. Et bien, par contre, elles sont complètement locales, puisqu'elles accompagnent les citoyens, les acteurs économiques, au plus près de leur réalité, et elles permettent de construire l'Europe du concret. Et si cette Europe du concret, elle est tournée vers la jeunesse, et ben moi, ça m'ira très bien. Et donc, les eurorégions, leur localité, et ben, me plaît. Merci beaucoup, Madame l'eurodéputée, pour vos propos. Vous avez donc fermé cette seconde table ronde. Merci. Et nous allons donner la parole à présent à Samuel Touron, d'une part,
puis à Nadia Pelfig d'autre part, Samuel Touron, donc président des Jeunes Européens de Toulouse, pour la première partie de cette clôture de ces deux tables rondes, et Nadia Pelfig qui donnera les propos de conclusion. Samuel, c'est à vous. Oui, eh bien, tout d'abord, je tenais à toutes et tous vous remercier pour votre engagement dans la réalisation de cet événement et dans votre participation également, dans un événement qui nous aura permis au final de mieux connaître et comprendre le fonctionnement de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée et plus largement aussi, comme le rappelait Madame la députée Irène Tolleret, celui des groupements européens de coopération transfrontalière. En tant que président des Jeunes Européens de Toulouse, c'est chaque fois un véritable plaisir de voir ma région natale développer une stratégie européenne internationale et chercher à faire connaître aux habitants les structures trop souvent méconnues qui agissent concrètement sur notre territoire. Car l'Occitanie, on le constate au niveau associatif, est une région frontalière qui s'ignore encore trop. Les Pyrénées et la Méditerranée, nous le rappelons notamment dans nos éditos au Taurillon, ne doivent pas rester des obstacles infranchissables, mais devenir des ponts, des éléments identitaires communs. Cela passe par encore plus de volontarisme de la part des régions et des diverses structures qui travaillent dans les affaires européennes. On le voit avec notamment les Europes directes. Mais aussi par un engagement plus fort de nos associations et de la société civile. Cela passe aussi et surtout, je le crois, par davantage de décentralisation de la part de l'État français, notamment dans la promotion du multilinguisme. Toulouse et Montpellier doivent devenir des métropoles européennes et nos regards doivent se tourner de plus en plus vers Barcelone et Palma, nos cousines, et non plus seulement vers Paris. Nous partageons énormément ensemble, on l'a rappelé à nombreuses reprises durant durant les deux tables rondes, un climat commun, une partie de notre histoire, des langues voisines, une culture également en partie liée. Mais des années de jacobinisme et de franquisme ont coupé nos relations. Vous avez, votre génération, rebâti des fondations et c'est à nous, la jeunesse catalane, occitane, baléare, de reconstruire. Et nous avons conjointement décidé, Jeunes Européens Toulouse, Jeunes Européens Catalogne et Jeunes Européens des Baléares, de créer une structure associative nouvelle, transnationale, jeune, qui sera baptisée Jeunes Européens Pyrénées-Méditerranée, et vouée à la promotion des échanges transrégionaux, à la défense de la construction européenne, à la promotion du multilinguisme et du fédéralisme. Les défis qui nous attendent demandent des actions globales, communes, et nos territoires seront en première ligne pour les combattre. L'accueil humain de celles et ceux qui, par milliers, franchissent la Méditerranée et y laissent encore trop souvent leur vie. Le changement climatique qui nous touche toutes et tous, et plus durement encore ceux qui sont les plus défavorisés. La montée du populisme et de l'euroscepticisme qui frappe aussi bien la démocratie française qu'espagnole. Ces sujets-là, nous devons les porter auprès de tous les citoyens, dans tous les territoires. C'est un travail difficile, mais nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Les Jeunes Européens de Toulouse et ses sections jumelles de Catalogne et des Baléares auront à cœur de faire connaître concrètement les actions de l'ensemble des acteurs de l'Europe. Cet événement sur l'Eurorégion lance une année 2022 que nous voulons riche malgré la pandémie. Nous allons multiplier les actions conjointes entre nos trois sections et nous espérons pouvoir compter sur l'ensemble des partenaires présents ce soir. La marche de la mémoire sur la retirada, les projets lieux de mémoire transrégionaux, les actions dans les zones rurales et dans les villes tenues par des mairies notamment eurosceptiques, comme nous l'avons fait à Béziers et à Perpignan. Des conférences, des interventions dans les écoles, des séminaires de formation à l'Europe, cette année normalement à Palma, etc. Plus que jamais, en 2022, nous aurons à cœur de graver dans le marbre notre coopération internationale ainsi que l'Europe et notre identité commune dans le cœur de la jeunesse. Enfin, je souhaite laisser le vice-président des Jeunes Européens de Toulouse, qui je l'espère est connecté, Michael Boris Mandirola, conclure par quelques mots, car son parcours à la fois piémontais, barcelonais et toulousain, transfrontalier, véritablement européen, témoigne parfaitement de ce vers quoi nous devons tendre pour la jeunesse de nos trois régions et de notre eurorégion. Faire plus d'échanges, de multilinguisme, de souveraineté transrégionale et d'Europe. Merci beaucoup. Merci Samuel, gracias, pla mercès. Et donc nous écoutons Michael Boris Mandirola, s'il est là, sinon tant pis. Il est là. Est-il là? Je ne crois pas. Bon, tant pis. Nous l'écouterons une autre fois. Je donne donc la parole à Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie, région qui assure la présidence de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée cette année. Vous avez la parole pour les propos de conclusion.
Écoutez, Samuel ayant été l'interprète d'un très bon texte, je trouve, et qui merci aussi au regard de ce que vous avez indiqué, Samuel, sur la structuration associative, qui, sans nul doute, sera un point d'appui supplémentaire pour la structure qui est la nôtre. Donc, je crois pouvoir dire au nom des collègues à la fois de la Generalitat de Catalunya et des îles Baléares nos remerciements. En tant qu'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée pour l'organisation de cet événement, des remerciements également adressés à Sylvie Leguevac et à l'ensemble du réseau, et puis à notre aimable animateur Michel Martinez qui s'est livré à la tâche avec beaucoup de qualité. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous. Merci à la MEP Tollery de nous avoir rejoints également, et puis surtout je veux dire à celles et ceux qui n'étaient pas dans l'organisation mais auxquels s'adressait cette initiative, merci d'avoir suivi. Évidemment ils étaient plus nombreux un peu plus tôt dans la soirée, mais je trouve que c'est extrêmement important d'avoir ce genre d'événement pour mieux faire comprendre la manière dont nous fonctionnons. Pour nous, c'est un point d'appui au moment où où sont interrogées les questions de représentativité des élus, ou avant des prochaines élections nationales en France, s'agissant de la présidence de la République, on s'interroge déjà sur l'abstention, sur la place des questions européennes dans le débat qui sera celui des élections présidentielles, au moment où nous déplorons avec beaucoup de tristesse le décès du président du Parlement européen, et dont nous nous rendons compte également que l'identité est sans doute moins connue que beaucoup d'autres représentants, et indépendamment de sa nationalité. Je pense qu'il est plus important que jamais de démontrer la force de politique publique européenne, de démontrer que c'est par notre capacité à nous associer et à produire des solutions communes que nous serons en réalité efficaces. Les citoyens attendent de nous de l'efficacité, du concret et de l'action. C'est le cas sur la lutte contre le réchauffement climatique, où nous savons désormais que toute inaction est criminelle. Nous voyons les enjeux ces dernières semaines. Nous avons été confrontés, même ces derniers jours, à des inondations importantes qui sont aussi le fruit des dérèglements. Il y a 3 jours, nous tenions une réunion DJ3 avec Anthony Vicens et Monsa pour la Generalitat de Catalunya. Nous avons démarré, comme nous l'avions fait la fois précédente, notre réunion qui se fait en multilinguisme, c'est-à-dire que chacun parle sa langue natale. Et on n'a pas d'interprétariat, chacun comprend parfaitement, s'exprime moins aisément, et donc pour être précis dans nos propos, ne pas avoir d'affaiblissement de la qualité de l'échange, on s'exprime dans nos langues usuelles et habituelles, mais on comprend tout à fait les propos de l'autre. Et je dois vous dire que du coup, en amont de nos différentes réunions, nos premiers échanges d'actualité portent pour l'instant sur la crise sanitaire, la pandémie, puisque nous savons bien que c'est une action aussi concertée et commune qui nous permettra d'être le plus efficace, et que nous savons bien aussi qu'en matière de dynamique économique, au service de l'emploi, au service du social, nous avons intérêt aussi à coordonner nos actions le plus possible et éviter justement des blocages administratifs, notamment logistiques, qui freinent notre capacité à agir et à nous développer ensemble. Bref, je crois que quand on parle des sujets de l'Eurorégion et de l'Europe, finalement on parle du cœur de ce qui constitue le quotidien. Apprendre, on a beaucoup parlé de l'université, des études, travailler, ce sont les problématiques qu'on adresse au quotidien, vivre, se loger, vous avez parlé, merci Victor, des problématiques notamment du logement, où c'était peut-être monsieur Menser Cardel qui avait parlé de cela. On a tout un tas de problématiques auxquelles nous avons la responsabilité d'apporter des réponses, qui se trouvent au cœur des enjeux dont nous avons parlé ce soir. Il ne s'agit pas de parler que de structure, de comitologie,
ou d'institutions dont les vies pourraient paraître abstraites ou lointaines. Plus nous démontrerons notre capacité à faire, je pense, plus nous serons convaincants sur la légitimité que nous avons à travailler ensemble. Donc un grand merci de votre contribution dans ce que je considère, moi, être majeur dans le fonctionnement démocratique en 2022. Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente, pour vos propos. Merci à toutes et à tous. Sylvie Legvac, je vais vous repasser la parole, peut-être. L'animation, pour moi, s'achève ici. Merci à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bien, merci à tous, merci à tous les intervenants. Je pense que nous avons appris beaucoup de choses au cours de ces 2 heures de visioconférence. Personnellement, je retiens l'idée de célébrer l'Eurorégion le 21 septembre à l'occasion de la journée de la coopération européenne. Et je peux vous dire que d'ores et déjà, notre association sera partante pour participer à l'organisation de cet événement. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à une prochaine fois pour un autre événement européen. Merci à vous tous. Merci beaucoup et meilleurs Bonsoir. vœux. Merci beaucoup. Les meilleurs vœux. Ouais. Et vive l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Merci. Exactement. Allez, Désolée pour les difficultés de connexion que nous avons rencontrées, notamment en introduction, mais aussi en cours de visioconférence. allez, très bonne journée, bye. Bonne soirée. Merci à Et tous. vive l'intercompréhension des langues romanes. Oui. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Adeu als companys de les Illes i de Catalunya. Adeu. Moltes gràcies. Vespre.